On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Limam. Bonjour Ziad. Bonsoir. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Afrique Magazine qui titre en une sur l'Afrique du futur, numéro double, décembre-janvier. Merci d'être avec nous. Anne Corpet est également avec nous. Bonjour Anne. Bonsoir. Chroniqueuse internationale ici même à France 24. Au sommaire, Moscou réclame un traitement humain et digne et le retour rapide des membres d'équipage du navire russe saisi par l'armée américaine. Réaction mesurée de Moscou. Le pétrolier soupçonné par les États-Unis d'avoir tenté de charger du brut vénézuélien. Tandis que Donald Trump lui dit étudier activement un rachat du Groenland au Danemark. Plus question de coup de force, donc, du moins plus dans l'immédiat, mais Copenhague a déjà fait savoir, le territoire autonome n'est pas à vendre. Des discussions auront tout de même lieu entre gouvernements des deux pays la semaine prochaine. C'est tout de suite, on va plus loin. Le blocus du pétrole vénézuélien illégal et sanctionné est pleinement en place partout dans le monde. Ce tweet signé Pete Hegseth en dit long. Le secrétaire américain à la guerre joint une image du navire russe arraisonné. Un pétrolier pris en chasse par les gardes-côtes américains. C'était il y a près de 3 semaines déjà, alors qu'il faisait route vers le Venezuela, contraignant le bateau à faire demi-tour. À Washington, on fait le point avec Sonia Dridi pour France 24. Les États-Unis ont appréhendé 2 navires qui se trouvaient dans 2 situations différentes. Il y avait le Belawan, saisi en haute mer après plus de 2 semaines de course-poursuite par les gardes-côtes américains, qui avaient d'ailleurs un mandat judiciaire donné par un juge fédéral pour l'appréhender. Et puis de l'autre, le Sofia, intercepté au large du Venezuela sans pavillon valide. Les autorités américaines ne pouvaient pas légalement le saisir, mais ils pouvaient l'arraisonner et c'est ce qu'ils ont fait. Et ces 2 cas montrent que les États-Unis agissent sur tous les tableaux. Quand ils ont un mandat, ils saisissent. Quand ils n'en ont pas, ils bloquent, ils escortent, ils immobilisent. On n'est plus dans une simple politique de sanctions sur le papier, on est vraiment dans une application concrète, navale, avec usage militaire, même loin des côtes américaines. Et surtout, ces 2 navires sont dans une même catégorie, celle de la flotte de l'ombre, cette flotte clandestine. Ce sont des pétroliers qui changent de nom, de pavillon, de route pour continuer à transporter du pétrole malgré les sanctions américaines. Donc oui, on peut parler d'un durcissement très net du blocus et les bateaux peuvent changer de drapeau, changer de nom, aller loin des côtes, en eau internationale, mais ça ne suffit plus pour passer sous le radar des Américains. Allez, vous avez reconnu Sonia Ghezali et non pas Sonia Dridi. La Russie a naturellement condamné la manœuvre américaine, contraire selon Moscou au régime international de liberté de navigation qui s'applique en haute mer. Mais pour l'heure, le Kremlin se borne à réclamer un retour rapide en Russie des membres d'équipage interceptés, pour lequel il dit espérer un traitement digne et humain. Réaction à minima côté russe, Ziad Limam, volonté de ne pas ouvrir un front avec les États-Unis ? C'est surprenant en tous les cas. Je ne sais pas si c'est à minima, mais c'est clair qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus musclé. Rapatrier les marins, c'est vraiment j'allais dire, le point zéro, quoi. Donc, peut-être qu'il y a une part de surprise, peut-être qu'il y a un moment de flottement sur l'interprétation de cette prise d'assaut d'un bateau. Est-ce que c'est un message purement pour la Russie ? Est-ce que c'est un message pour tout le monde et de dire le blocus pétrolier du Venezuela, c'est sur toutes les mers du globe ? Est-ce que c'est les deux ? Voilà, donc on est un peu quand même dans cet entre-deux. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est le long bras de l'armée américaine quand même. Là, je veux dire, sur plusieurs jours, on voit à quel point cette machine militaire est capable de faire des choses extrêmement complexes. Ce bateau, semble-t-il, a été traqué pendant je ne sais pas combien de mois avec tous les moyens possibles, donc vraiment un bateau. Mais la capture de Maduro aussi. Enfin, je veux dire, on a quand même une machine militaire qui se projette comme ça dans le monde entier. C'est très impressionnant, assez inquiétant aussi. Cette manœuvre, Anne Corpel, comporte un réel risque d'escalade, d'autant que le Royaume-Uni a apporté un soutien opérationnel aux Américains, puisque le pétrolier a été saisi dans le détroit entre le Royaume-Uni, l'Islande et le Groenland. On en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que les Américains interceptent un navire qui bat pavillon russe, que celui-ci semblait en plus escorté par un sous-marin russe, mais à distance. Mais du côté américain, on dit non, il n'avait pas de pavillon. Enfin, il se garde bien de dire on a attaqué un bateau russe. Et concernant l'équipage,
la porte-parole de la Maison-Blanche, tout à l'heure, a dit que l'équipage avait contrevenu aux sanctions américaines sur le Venezuela et qu'en conséquence, il serait jugé. Donc, pas question de renvoyer l'équipage pour l'instant à Moscou. Ils disent c'est un navire de la flotte fantôme vénézuélienne et pas russe. Bon, de toute façon, il faut dire ce qui est. Moscou n'a pas les moyens d'ouvrir un nouveau front. Les Russes sont absolument occupés en Ukraine, où ils ont toutes leurs troupes, et surtout pas un nouveau front contre la puissante armée américaine. Les Russes, d'ailleurs, ont déjà montré en Syrie, par exemple, et aussi au Venezuela, qu'ils n'étaient pas en capacité d'intervenir pour soutenir leurs alliés. D'autant que les Américains ont intercepté un autre pétrolier, cette fois dans les Caraïbes. Washington s'arroge le droit d'imposer son embargo sur le pétrole vénézuélien à quiconque souhaite s'en approcher, même la Russie. C'est un message aussi destiné à la Chine, d'après vous, Ziad Limam ? À la Chine qui a beaucoup perdu dans cette histoire, parce qu'ils ont beaucoup investi au Venezuela, donc eux, c'est du net perte. Non, je pense que c'est très impressionnant cette histoire, parce que, bon, on peut dire, OK, on veut régler un compte avec Maduro. Il était indicted, comme on dit aux États-Unis, il y en avait même 2, des actes d'accusation. C'est une vieille affaire entre les États-Unis et le chavisme, entre Chavez, Maduro, etc. Bon. Jusqu'à un certain point, on peut suivre cette logique qui est quand même déjà particulièrement gênante d'aller prendre quelqu'un chez lui, de le sortir. Il y a eu beaucoup de morts, contrairement à ce qu'on a dit, semble-t-il maintenant. 55 au moins. Oui, voilà, la garde présidentielle, d'autres gens, enfin bon bref. Donc c'était pas une petite affaire. Mais là, on rentre dans un deuxième chapitre qui consiste à dire, le Venezuela, c'est chez moi. Votre pétrole, c'est le mien. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais pas en faire. C'est quand même la mise sous tutelle. Et je sais pas si les gens se rendent bien compte. Le Venezuela, c'est pas une petite île des Caraïbes, c'est un pays de 35 millions d'habitants, c'est une histoire, c'est complexe. Il y a des élites de droite, de gauche, des opposants qui ont été mis totalement sur la touche parce que l'analyse CIA, Rubio, etc., c'était de dire finalement on n'y arrivera pas avec les opposants. Autant essayer de mettre les actuels, de les transformer en collabos. Il n'y a pas d'autre mot. Et on voit à quel point... faire nos obligés, oui. Oui, on voit à quel point la vice-présidente, qui semble-t-il avait des liens avec l'industrie pétrolière américaine assez anciens, mais on voit à quel point elle essaie de naviguer dans ce piège. Mais c'est, de mon souvenir, je n'ai jamais vu... Enfin, je ne me rappelle pas des États-Unis disant « ça, c'est à moi ». Et je le prends comme ça. Il y a eu des guerres, il y a eu l'Irak, il y a eu... Mais cette manière-là, c'est très surprenant. Et avec une réaction à minima des Chinois aussi. Il y a juste eu la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a parlé d'actes de harcèlement typiques des États-Unis. Et c'est vrai que ça fait au moins une décennie que le Venezuela remboursait son importante dette à Pékin via ses livraisons de brut. Et dans la stratégie américaine de conquête, j'allais dire, de l'ensemble de l'hémisphère, il y a cette volonté affirmée d'évacuer les Chinois. On l'avait vu au moment où Trump parlait de reprendre le canal du Panama, et il met la pression sur d'autres partenaires de la Chine, Cuba ou la Colombie. Le signe que l'administration Trump n'entend pas relâcher la pression sur le pouvoir vénézuélien, privé de recettes pétrolières, donc y compris après la capture de Maduro, parce que c'est ça, l'embargo, il continue. Oui, c'est ce que je vous dis. L'idée, c'est de les mettre au pas et de les mettre sous tutelle. Alors, bon courage, parce qu'on a déjà vu ça. On a déjà vu à quel point l'interventionnisme américain pouvait créer des catastrophes majeures. On peut reparler de l'Irak en particulier, mais il y en a d'autres. L'Afghanistan, le départ en courant sur le tarmac avec les C-130 qui prennent ce qu'ils peuvent. Je veux dire, mais sur la symbolique qui consiste à dire « je prends, c'est chez moi », et je fais ce que je veux de votre richesse. C'est fou. Et même dans son tweet, ça va même plus loin. C'est moi, président des États-Unis, qui vais décider. Et là, à 50 millions de barils qui vont me livrer. Là, franchement, ce qui est très étonnant, c'est quand même, vous le disiez, ce qui est très étonnant quand même, c'est la gêne. On a vu en France, une première réaction de Macron, montée des boucliers, réunion à l'Élysée, deuxième réaction en Angleterre, etc. On sent une gêne très, très importante. Comment gérer cet empire américain qui a l'air fort militairement, ça, il n'y a pas de discussion, mais en plus, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas quelles vont être les conclusions. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir des révoltes. Il va y avoir le cas de la Colombie qui arrive. Je crois qu'il y a des élections en plus
qui sont dans 4-5 Oui. mois en Colombie, donc on va avoir manifeste un ce soir, d'ailleurs, à interventionnisme Bogota. américain majeur. Qu'est-ce qui va se passer à Cuba? Qu'est-ce qui va se passer au Groenland? Je veux dire, les chefs d'État qui sont à ce niveau de réaction sont pétrifiés, en fait. Les classes politiques sont pétrifiées. Alors, à commencer par les nouveaux dirigeants du Venezuela qui, si l'on en croit Marco Rubio, coopéraient à Washington sur cette affaire de tankers russes. Écoutez. Vous savez ce que demande le gouvernement de transition vénézuélien? Que le pétrole qui a été saisi fasse partie de cet accord. Ils ont bien compris que s'ils veulent vendre leur pétrole et générer des revenus sans risquer l'effondrement économique, il faut qu'ils coopèrent avec les États-Unis. Oui, elle va même plus loin. Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les États-Unis vont continuer à dicter leurs décisions. Voilà ce qu'indiquait cet après-midi Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, Anne Corpet. Aujourd'hui, les chavistes, toujours au pouvoir au Venezuela, seront donc prêts à donner des gages, voire même se faire dicter leurs conditions par les États-Unis. Ils n'ont pas tellement le choix, hein, d'autant que Marco Rubio l'a répété cet après-midi. Donald Trump est prêt à intervenir une deuxième fois au Venezuela, quand il le voudra, s'il estime que les autorités qui sont restées en place ne sont pas assez soumises à ces desiderata. Alors donc, oui, les États-Unis vont continuer à dicter aux autorités vénézuéliennes leur volonté, et les dirigeants vénézuéliens, ils sont donc complètement contraints, d'autant qu'ils veulent maintenir une certaine stabilité dans le pays et aussi garantir leur propre avenir. Et aujourd'hui, il y a eu la compagnie pétrolière vénézuélienne qui a annoncé négocier la vente de pétrole aux États-Unis, comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale de gré à gré. De gré à gré, alors qu'évidemment, elle intervient dans un espace totalement contraint. L'éviction de Nicolas Maduro ne pourrait donc en définitive, via l'imam, se résumer qu'à une simple révolution de palais qui ne servirait que les intérêts des États-Unis et de personne d'autre, à commencer par le peuple vénézuélien. Vous pensez qu'on peut s'en tenir là? Non, je pense que lire le pouvoir aux États-Unis, c'est compliqué en ce moment. Parce qu'entre le président qui fait des scènes de guignollerie aussi en même temps, parce que l'espèce de speech totalement délirant d'hier soir où il est parti dans tous les sens. Enfin bon. Mais qui gère quoi là en ce moment? Qui fait quoi? Bon, on a compris que c'était un moment Rubio. Oui. Lui parle de 3 étapes qui conclurait donc par une transition politique. C'est vraiment son moment, c'est-à-dire lui, c'est un républicain traditionnel, il a été sénateur, qui s'est rallié à Trump qui avait bien vilipendé Trump à son temps, puis qui s'est rallié quand il a vu que le vent était dans ce sens-là, mais qui a un agenda assez personnel, intime, je dirais. Il est d'origine cubaine, il a un compte à régler avec tous ces régimes de gauche latino-américains, et si on pouvait mettre de l'ordre dans tout ça et virer tous ces gugus et créer une Pax Americana qui soit en plus rentable et profitable, très bien. Et il sait qu'il marque des points dans l'opinion, une certaine opinion, et il sait qu'il a une porte chez Trump sur ça. Et puis il y a l'autre parti qui est la America First, par J.D. Vance, qui a disparu de la circulation. On l'entend plus d'un seul coup. Et on voit bien que le Trumpisme, dans cette espèce de projection internationale, on voit aussi le combat intérieur au mouvement MAGA, au Trumpisme. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le temps est court. Il y a des midterms qui arrivent en novembre. Trump, quand même, malgré toute sa puissance, il ne peut pas être élu, sauf si c'est le coup d'État numéro 2. Alors là, je ne sais pas où on va. Et donc, il y a aussi ça. Mais il y a une doctrine qui est portée par certains, qui est l'hémisphère. C'est chez nous. Le premier qui met les pieds, ça ne passera pas. Et le Groenland fait partie de l'hémisphère de chez nous. Avec cette doctrine Monroe exhumée, la doctrine Monroe exhumée par Donald Trump il y a à peine un mois finalement, et qui depuis est reprise comme une antienne par le président américain, il s'est trouvé un nouveau combat Donald Trump, et ce faisant, est-ce qu'il ne crée pas un hiatus au sein de son propre électorat, ceux qui l'ont porté au pouvoir? Oui, il y a déjà des membres éminents du camp MAGA qui dénonçaient l'intervention en Iran, qui dénoncent l'intervention
au Venezuela et qui disent à leur président, mais on vous a élu pour que vous occupiez du prix des œufs, par exemple. Oui. Et alors lui dit, en mettant la main sur le pétrole vénézuélien et peut-être possiblement demain en inondant le marché de pétrole, je ferai baisser les prix. C'est ce qu'a dit Viktor Orban d'ailleurs à l'appui de la politique il avait de Donald déjà Trump. dit qu'avec les droits de douane, il ferait baisser les prix. Là, les Américains, ils voient bien que quand ils font leurs courses, le caddie de la ménagère reste extrêmement cher. Et il y a effectivement une grosse grogne. Mais il y a cet électorat, notamment cubain de Floride, qui attend avec une certaine impatience la chute du régime cubain. Et là, ce serait vraiment une victoire importante pour Rubio, pour le camp MAGA, un électorat latino qui en plus commençait à se détacher de Donald Trump du fait des rafles qui sont effectuées parmi les clandestins ou pas d'ailleurs, parmi les immigrants aux États-Unis. Et là, cet électorat latino, qui est important, commence à revenir. Donc effectivement, il est dans un entre-deux assez compliqué à gérer. Vous voulez ajouter, l'imam ? Non, parce que l'histoire du prix du baril, c'est encore un autre grand chapitre, parce que si vous inondez le marché, vous percutez aussi les intérêts des producteurs américains qui ne sont pas négligeables. L'Amérique produit du gaz et du pétrole. La deuxième chose, c'est que, alors, sans être un ingénieur pétrolier, il semblerait que ce pétrole vénézuélien, c'est un pétrole lourd, qui est compliqué à raffiner, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le Venezuela en exporte de moins en moins, parce que tout son appareil de raffinage s'est déglingué, etc. Donc de dire on prend le pétrole, c'est une affaire de 10, 20, 25 ans. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre, l'industrie en place, etc. Donc on verra bien ce qu'on verra. Après, ça va avoir des impacts. Ça va avoir des impacts sur le Canada, qui est le premier... Je crois le premier fournisseur aujourd'hui, avant l'Arabie Saoudite, je ne connais pas exactement, je ne me rappelle plus des chiffres, mais les Canadiens vendent du pétrole aux États-Unis. Si on les exclut, on les affaiblit. Ça rentre dans le plan d'affaiblir le Canada lui aussi, parce que ça fait partie des lubies ou des objectifs. Donc on voit bien que tout ça... Et puis bon, on n'a pas parlé de l'Arabie Saoudite, etc., qui sont un peu les gens qui font les... Donc tout ça est très compliqué. Et franchement, la sensation que moi j'ai de manière très intuitive, c'est comme souvent, la première étape était totalement planifiée. Et l'opération Maduro, excusez-moi, sur le plan technique, militaire, etc., c'est l'Amérique à son top militaire. Mais on sent que derrière, c'est pas très préparé, qu'on ne sait pas très bien où on va. Il insulte le prix Nobel de la paix. Bon, on se demande pourquoi elle a eu le prix Nobel, mais quand même, elle l'a eu. Il l'insulte en disant elle est nulle, elle n'y arrivera pas. Le pauvre homme qui avait été probablement élu en 2024, on l'a sorti, on l'a rentré dans le placard. On met les chavistes qui tapent sur la population. On n'a pas le plan 2 ni le plan 3. Et c'est la même chose, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. On ne sait pas ce qui se passe. Les gens crèvent sous la flotte et le froid. Est-ce que ligne jaune, pas ligne jaune, plan, pas plan, etc. Tout ça, c'est la deuxième étape. Et à chaque fois, le Trumpisme montre sa limite, qui est de mener les projets à terme. Allons-y, puisque vous voulez coloniser. Montrez-nous ce que vous savez faire en termes de colonisateurs. L'hyperactivité des États-Unis, qui donne en tout cas des sueurs froides à leurs alliés, car plus un jour ne se passe sans que Donald Trump ne fasse valoir ses prétentions sur le Groenland et n'émette un doute sur la solidité de l'Alliance Atlantique. Les deux dossiers semblant d'ailleurs étroitement liés. Serine Bey. Des attaques contre l'OTAN qui ont de quoi semer le doute sur les futurs projets de Donald Trump. Sur son réseau Truth Social, le président américain a remis en cause la confiance des États-Unis envers l'organisation militaire. La Russie et la Chine n'ont aucune crainte de l'OTAN sans les États-Unis. Et je doute que l'OTAN soit là pour nous si nous avons vraiment besoin d'eux. Tout le monde a de la chance que j'ai reconstruit notre armée lors de mon premier mandat et que je continue à le faire. Nous serons toujours là pour l'OTAN, même s'ils ne seront pas là pour nous. Un message publié moins de 24 heures après des propos menaçants envers le Groenland. Donald Trump, qui n'avait depuis sa réélection jamais caché ses velléités expansionnistes, déclarait lundi étudier plusieurs options pour s'emparer du territoire danois. Et parmi ces options, l'utilisation de l'armée. Des mots qui ont été depuis nuancés par le républicain Mike Johnson, président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours des options militaires pour tout. Je pense que c'était juste une déclaration générale. Sur le Groenland, il est assez évident que nous nous concentrons sur les canaux diplomatiques. Mon propre gouverneur de l'État de Louisiane a été nommé pour ce rôle, celui d'émissaire, et nous espérons des résultats productifs.
Les déclarations de Donald Trump ont tout de même suffi à inquiéter l'Union européenne, qui apporte son soutien au Danemark dans une déclaration commune. Le Groenland, premier concerné, s'est aussi ému des propos du président américain. Si vous voulez mon avis, je trouve cela déplorable. Je trouve que ce n'est pas du tout une bonne manière de collaborer avec ses partenaires. Ces menaces du locataire de la Maison-Blanche visent à pousser les Danois à entamer des négociations, avec comme objectif final acheter l'île au Danemark. Et la Maison-Blanche fait savoir à nouveau ce mercredi que Donald Trump étudie activement un achat du Groenland. Marco Rubio, lui, s'entretiendra la semaine prochaine avec des responsables danois. Anne, de guerre lasse, les Danois pourraient céder aux pressions américaines et négocier une cession du Groenland pour s'éviter une crise aux conséquences insoupçonnables. L'achat du Groenland, c'est une vieille lubie américaine. Il avait été mis sur la table en 1867 par Andrew Johnson, à nouveau en 1946 par Harry Truman, qui avait aligné 100 millions de dollars de l'époque. À chaque fois, le Royaume a dit non. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il dirait oui. De toute façon, les Groenlandais ont leur mot à dire. Alors, ce qui semble se tramer, c'est plutôt une campagne pour soutenir l'idée d'une indépendance du Groenland. Alors, les Américains ont de quoi arroser les 57 millions d'habitants. Et ensuite... 57 000. Oui, pardon, 57 000. Et ensuite, négocier un statut particulier qui serait accordé au Groenland. Alors, on vous protège, vous nous laissez exploiter toutes vos ressources, parce que Donald Trump parle de sécurité, mais enfin, on sait bien que derrière ce prétexte, il vise avant tout la mainmise sur les ressources minières et les terres rares du Groenland. Donc, on vous protège, vous nous donnez vos ressources, et puis en échange, éventuellement, pas de visa pour les Groenlandais, pas de droit de douane pour le Groenland. Mais l'achat, moi, je n'y crois pas. Et puis, comment estimer le prix du Groenland, ça paraît complètement surréaliste. Face à ce risque, en tout cas d'ingérence que vient de décrire Anne Corpel, l'Europe doit-elle préparer des sanctions pour dissuader Donald Trump? C'est ce que dit aujourd'hui le vice-chancelier, président du Parti social-démocrate autrichien, Ziad Imam. On a déjà du mal à se mettre d'accord sur le prix du café. Je veux dire, je vois comment on va mettre des sanctions contre l'Amérique. On est pris au piège complètement. On ne veut pas perdre des Américains sur le dossier ukrainien. On est en presque... Il pourrait y avoir un marchandage garanti à l'Ukraine. Non, il faut dire la vérité. On est faible là. On est très très faible. D'abord, on est divisé. Le communiqué, tout le monde ne l'a pas signé. Il y a des gens qui... Il y en a que 6. Voilà, donc 6 sur les 20, etc. Donc on sent bien que certains sont... etc. Deuxièmement, les Danois... franchement, c'est vraiment pas clair. Je veux dire, d'abord, j'achète des F-35, je fais tout ce que je peux pour dire que les Américains, c'est super génial. Après, je me fais mafrer. Je veux dire, c'est assez pathétique, là. Les Français ont proposé, semble-t-il, une présence, je ne sais pas si c'est vrai, une présence militaire ou d'organiser quelque chose de symbolique. Ça a été refusé. Donc, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup d'ambiguïté sur le rapport aux États-Unis en ce moment. Et puis, on est obligé de prendre des décisions majeures, historiques, en si peu de temps. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un monde, on était les meilleurs amis, les alliés, l'OTAN, tout ça, et en quelques mois, c'est balancé par la fenêtre. Et donc, c'est très difficile pour toutes ces vieilles nations qui ont des intérêts lourds, c'est compliqué, il faut bouger. Bon, bref, donc c'est catastrophique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'indépendance du Groenland. Moi, je n'ai pas vraiment vu de chiffres. C'est le mouvement indépendantiste. 56% d'après un sondage de 2025. Et il y a, sur les 8 partis groenlandais, il y en a quand même 6 qui sont indépendantistes. Donc en gros, le Danemark, c'est pas une identité forte. Non. Donc voilà, l'idée, et je pense que les Américains, encore une fois, vous rappeliez que c'est une vieille histoire, c'est un mélange de stratégie, de business, d'hubris, de force, surtout en ce moment. Et puis... ils peuvent parfaitement acheter ou ils peuvent se mettre d'accord avec les indépendantistes. Et puis, il faut pas... Je voyais la carte tout à l'heure. En fait, il faut la voir de haut. Parce que cette carte, on la voit à plat et on se dit, bon, après tout, ça n'a pas une importance de dingue. Mais si on se met au-dessus de la planète, on voit à quel point ce territoire est à la connexion de la Chine, de la Russie, de l'Amérique, du Canada. Et donc, forcément, l'Arctique, dont on sait aussi que c'est devenu, avec le réchauffement climatique, une zone extrêmement importante. On sent bien que l'Arctique est une donnée stratégique majeure et que ce Groenland, avec ses 55 000 habitants, est là au milieu. Il y a les mines, mais il y a une projection stratégique de très long terme
pour contrôler cette partie du monde qui sera forcément une partie importante. Si l'on reprend mot à mot l'argument de Donald Trump, Anne Corpet, est-ce que l'Occident n'est pas mieux protégé avec un Groenland américain plutôt que danois ? Non, mais franchement, cet argument sécuritaire, il est ridicule. D'abord, il a dit la zone est infestée de navires chinois et russes. C'est faux, il y a eu un démenti. Ils ont effectivement renforcé leur présence dans l'Arctique, mais pas du tout près du Groenland. Le Danemark, cette année, a fait des efforts substantiels pour montrer qu'il était prêt à renforcer la sécurité en Arctique. Bon, Donald Trump s'en est complètement moqué. Il a dit oui, ils ont ajouté un chien de traîneau à leur attelage. Bon, franchement, cet argument de la sécurité du Groenland me semble assez léger. C'est vraiment de la prédation économique et l'extension de cette zone d'influence. Imaginez le Groenland, le Canada, faut pas oublier le Canada, les États-Unis, le Venezuela, tout ça. Voilà, Donald Trump veut s'imposer sur tout son hémisphère et à n'importe quel prix. Ça montre la fragilité, Ziad Limam, pour terminer, de l'OTAN aujourd'hui. L'Alliance est à la merci du moindre chantage territorial américain. Il a dit, l'OTAN sans moi, ça n'existe pas. Et il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas totalement tort. Je veux dire, on ne veut pas l'entendre, mais la réalité, c'est que sans l'Amérique, il n'y a pas d'OTAN. Donc, moi, je pense que la vraie question, c'est la capacité européenne d'agir souverainement sur des dossiers qui la concernent, au lieu d'aller en division, en faiblesse, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le début d'un processus. Peut-être qu'on va se disperser, qu'on va éclater, que les uns iront là, les autres iront là. Mais je pense que c'est ça la clé. L'OTAN, j'entends des généraux sur les télévisions françaises dire qu'il faut fermer les bases américaines de l'intérieur, c'est l'ennemi de l'intérieur. Yakovlev notamment. Mais non, mais il faut s'asseoir, je veux dire, non. On peut pas... Il y a une chose sur l'OTAN qui est intéressante, il y a un sondage sur Trousse Sociale aujourd'hui, le réseau de Donald Trump, qui dit faut-il que les États-Unis sortent de l'OTAN ? Et il y a une majorité de partisans de l'aile dure de Donald Trump qui disent oui, il faut sortir de l'OTAN. Merci beaucoup, Anne. Bienvenue en 2026. Merci pour ces vœux. Ziad Limam, c'était On va plus loin. Restez avec nous. L'essentiel continue dans un instant et on reparlera justement du Groenland et de l'intérêt pour les Américains. Restez avec nous. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrand. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360 en direct sur France 24.